potentiel. Et la troisième et dernière classe ouvrira donc soit en janvier, soit en septembre suivant. On arrivera donc à la structure définitive de l'école pilote. L'équipe se compose de 2 enseignants, Anaïs donc, qui a été notre toute première enseignante, qui donc a vraiment mis sa patte aussi dans la pédagogie, Yves le deuxième, et 3 intervenants permanents en anglais, en chinois et en musique, 2 spécialistes qui interviennent à l'école régulièrement, 2 à 4 fois par mois en fonction des besoins, une graphothérapeute et une sophrologue. Donc notre pédagogie s'inspire du modèle nord-américain, de pédagogie alternative reconnue telles que Steiner et Montessori, d'écoles existantes. On modélise l'école puisque l'objectif est d'en ouvrir d'autres, avec donc une base de données des fiches d'auto-évaluation, un programme de suivi personnalisé. Je vais laisser la parole à Anaïs. Pour ceux que ça intéresse, on a mis en place un agenda scolaire pour les élèves. Donc j'en ai apporté un exemplaire qui est déjà bien gribouillé, mais voilà, si vous voulez le voir, il est là. Et sur notre site internet, il y a un blog de l'école au quotidien où les enseignants, tous les jours, postent des photos et des outils et quelques phrases sur ce qui a été fait dans la journée. Ça s'adresse non seulement aux parents, bien sûr, mais à quiconque s'intéresse au projet ou à ce qui peut se faire dans une école spécialisée. C'est un peu notre historique. Alors, bonjour à tous, et c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir partager avec vous mon expérience sur le terrain avec ces enfants, certes atypiques, mais attachants et très intéressants. J'ai toujours été très sensible à la précocité, puisqu'effectivement c'est une affaire familiale chez moi, étant donné que mon père, ma sœur et mes cousins le sont. Et j'ai eu la chance de pouvoir partager avec ma tante qui est dans l'enseignement public, mais qui s'est aussi très fortement penchée sur la question des pédagogies nouvelles et actives, et avec qui j'ai pu apprendre beaucoup. Et aujourd'hui, les nombreux ateliers que j'ai pu créer, je les utilise au sein de ma classe. Pour être très concrète, je vais vous peut-être expliquer une journée type à l'école, afin que je puisse vous expliquer les pédagogies qu'on instaure à l'école. Les enfants qui sont à l'école, comme le disait Anne-Gaïd tout à l'heure, sont des enfants qui, pour on va dire le tiers, sont en échec, d'une part parce qu'ils n'ont pas été compris ou rejetés par les autres, mais heureusement d'autres sont tout à fait épanouis, et notre but étant vraiment qu'ils puissent être écoutés et compris de tous, et Dieu sait qu'on leur dit sans arrêt qu'on les aime et qu'on veut, avant même de pouvoir leur apprendre le français ou les maths, qu'ils s'épanouissent à l'école et puis qu'ils soient vraiment bien à l'école, sans maux de ventre ni migraine. On commence tous les matins à 9 h par un coin regroupement qui dure une vingtaine de minutes, dans lesquels les supports et les réflexions sont diverses, puisque c'est un moment d'échange, d'écoute et de compréhension. Et c'est un moment et un rituel le plus attendu et le plus apprécié des élèves. Et alors, dans ce coin de regroupement, on peut aussi bien écouter de la musique, parler de leur week-end, de leurs vacances, des centres d'intérêt tels que, je ne sais pas, travailler sur les volcans ou sur des expériences scientifiques diverses. Donc c'est vraiment, je dirais, sur ce moment que, avec mon collègue et tous les intervenants, on met en place des réflexions et nos actions pédagogiques autour de centres d'intérêt, puisqu'on sait qu'un enfant qui est intéressé est motivé et forcément est amené à travailler avec beaucoup plus d'intérêt. Alors, ce qui vient ensuite, c'est donc pendant la matinée, on étudie les matières fondamentales de l'éducation nationale, puisque notre but est de les réinsérer ensuite dans le public. Donc je dirais que c'est un moment assez scolaire, puisqu'on travaille sur des supports qui sont sensiblement les mêmes, donc des cahiers et des cahiers de règles, cahiers du jour, etc. Mais encore une fois, le fond reste les programmes, mais c'est la forme qui change. Donc c'est une pédagogie où je théâtralise énormément mes cours de grammaire ou de mathématiques,
en essayant de les intéresser au maximum et que ça soit toujours un échange et que ça ne soit pas des moments passifs derrière une feuille polycopiée, mais en interaction avec soit l'ensemble du groupe, soit avec moi-même. Ensuite, une récréation de 20 minutes, puisque ce sont des enfants généralement hyperactifs qui ont besoin de bouger et de s'aérer l'esprit pour qu'on puisse après avoir une concentration pour le reste de la matinée. Et la deuxième moitié de la matinée, c'est donc là où l'on fait des fiches individuelles par niveau, par âge, et des ateliers comme ceux proposés par Montessori, et ça pendant 1 heure environ. Alors, je vais poser une petite question à Anaïs. Anaïs, je voudrais que vous nous expliquiez comment vous gérez, d'abord, si vous en avez beaucoup, et puis comment vous gérez en fait les différents types d'enfants TADA, donc soit selon qui sont hyperactifs, agités, soit selon qui sont plutôt inattentifs, et que vous avez besoin de les aider à refocaliser leur attention. Donc pour la traductrice, je dis ça se traduit ADD, Attention Deficit Disorder. Alors, on a la chance d'être dans une école grande, avec des grands espaces, qui nous permet effectivement pour des enfants qui ont du mal à rester assis très longtemps, de pouvoir exercer une pédagogie en mouvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas, ils sont certes assis à un bureau, mais on a des tableaux sur les murs, donc pour l'hyperactivité, c'est un moyen aussi pour eux de dire bon bah je vais travailler mais au tableau. Donc ça c'est une solution déjà, comme on voit dans pas mal d'écoles montessoriennes. Ensuite, tous les 10, alors, il y a plusieurs façons. Moi, j'utilise beaucoup des ateliers sensitifs puisqu'on sait que ces enfants-là ont leurs 5 sens ultra développés et quand ils sont amenés à être, par exemple, on fait souvent des dictées. C'est un rituel qu'on a mis en place. C'est une activité qui leur demande beaucoup d'efforts, de concentration, mais ça dure à chaque fois peu de temps. Donc pour ceux qui ont du mal à se concentrer, c'est toujours des activités qui ne prennent pas plus de 10 minutes et on essaye de changer au maximum pour éviter effectivement une lassitude. Donc il faut toujours être, on va dire, dans l'improvisation, même si on a toujours une idée de ce qu'on va faire durant la journée, il faut toujours pouvoir changer. Donc on essaie en fonction des enfants qu'on a en face de nous, de leur proposer un maximum d'activités, de supports pédagogiques, et ça se fait, je dirais, à l'impro. On est beaucoup aidé par une sophrologue. Dès que je vois que le groupe commence à perdre un petit peu d'attention, je fais des exercices de motricité, de respiration en début de séance pour recanaliser l'énergie et avoir toute leur attention. Et puis, généralement, les 10, et c'est là où j'en viens après, c'est qu'il faut absolument que ces enfants soient suivis par des psychologues, par des psychothérapeutes même, par des orthophonistes, des pédopsychiatres, pour que mon travail ainsi que mes collègues puissent se faire dans la plus grande efficacité, puisque je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas psy, mais pédagogue, et c'est avec ce travail qu'on peut répondre aux besoins de chacun. Vous avez commencé par une slide assez forte en chiffres sur effectivement le fait que les tentatives de suicide étaient 3 fois plus élevées chez les enfants précoces que chez les autres. Alors, je voudrais vous demander à toutes les deux, alors d'abord au niveau pratique, Anaïs, quand vous avez un enfant qui parle beaucoup, qui est très noir, qui a beaucoup, etc., est-ce que vous décidez en tant qu'enseignante aussi de lui donner un feedback, de l'accompagner là-dessus? Qu'est-ce que vous faites finalement avec des enfants qui, dès 9 ans, 10 ans, voire 7 ans, parlent de mort, se disent que tiens, finalement, le suicide, ça pourrait être une solution parce que c'est vraiment insupportable de vivre? C'est quoi? C'est de leur expliquer vraiment qui ils sont, qu'ils sont bienvenus comme ils sont? Qu'est-ce que vous avez comme clé? Alors heureusement, j'ai pas eu, on va dire, beaucoup d'enfants qui ont eu ce genre de propos. Si l'an dernier. Alors, ma réaction a été de l'écouter, d'essayer de comprendre pourquoi il avait ce genre de pensée. Alors, avec les parents et avec mes collègues un peu plus soignants, on va dire, on arrive
à ce qu'ils aient confiance en nous. Et c'est pas chose facile parce qu'ils sont très méfiants des adultes puisqu'ils ont peut-être été suivis par, en tout cas, l'élève avec qui m'a posé cette question a été suivi par de nombreux psychologues et personne n'a vraiment pu, malheureusement, lui donner une aide particulière. Mais nous, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est aie confiance en nous. Nous, on est là pour t'aider. On n'est certainement là pas pour te juger. Donc, je pense que ça vient d'un climat de confiance. Et petit à petit, une fois que tout ça, ça s'est mis en place et que finalement ils se sentent compris et acceptés par l'ensemble des autres élèves, on a plutôt une réussite vis-à-vis de ça. Mais donc il vous en a parlé à vous, en l'occurrence, pas devant les autres élèves? Non, heureusement, mais des fois il se peut que ça leur sorte comme ça spontanément. Donc dans ces cas-là, on les isole dans ces cas-là et c'est pour ça qu'on est beaucoup d'adultes autour d'eux. Mais bon, j'ai pas eu de cas, on va dire. Branche ton micro. Bon, c'est bien. Il y a des solutions à court, moyen et long terme. Les solutions à court terme, en effet, comme Anaïs le dit, c'est de les isoler, ce qui veut dire en gros qu'un adulte prend vraiment le temps en one-to-one d'écouter l'enfant et d'essayer de lui répondre au mieux en moment de crise. Le rituel du matin, il sert aussi à ça. Ça peut être l'occasion, des enfants qui ont eu des situations difficiles à gérer, d'en parler en fait avec le groupe classe, puisqu'on développe beaucoup l'esprit d'équipe et l'appartenance au groupe, ce qui souvent est d'ailleurs ce que les enfants n'ont pas eu dans leurs expériences scolaires précédentes. Les solutions à moyen terme, c'est le triangle parents, soignants, enseignants est essentiel. Et on remarque, parce que on ne peut pas faire de miracle, il y a des enfants avec qui on n'y arrive pas, que très souvent, c'est quand justement le lien de confiance n'existe pas entre les parents et l'école, ou que les parents nous considèrent comme des soignants avant d'être des pédagogues. Or, on n'est pas des soignants, on est des pédagogues. Donc, dans ces situations-là, on conseille aux parents de s'orienter vers des personnes dont c'est le métier. Et les solutions à long terme, c'est aussi ce qu'on met en place au niveau pédagogique, notamment le développement de la sagesse, de l'empathie et de la bienveillance chez les enfants. On s'en inspire notamment de choses qu'on a pu voir au Canada, parce on est assez proche du Canada, on communique beaucoup avec eux. Certains élèves ont cette capacité naturelle aussi de pouvoir échanger, discuter, rassurer leur père et de pouvoir aussi accompagner ces enfants et développer cette capacité pour que un enfant en situation de souffrance ait des réponses d'adultes, mais aussi des réponses d'enfants de son âge, donc où il va entendre des choses différentes.